Merci à tous, merci d'être venus. Donc c'est notre troisième ou quatrième meeting, je ne sais plus, sur un sujet on ne peut plus sérieux, qui est doit-on soit déconsommer, donc la décroissance, soit décarboner l'économie, et est-il possible de décarboner l'économie? Donc je vais faire comme je fais habituellement, c'est-à-dire que je vais présenter le sujet, et bien sûr si vous n'êtes pas d'accord, si nos spécialistes ne sont pas d'accord, d'ailleurs que je remercie, donc Alexandre Monin, qui est professeur à l'ESC Clermont-Ferrand, qui est ici, à droite, le plus à droite, et Diego Landivar, qui est chercheur au CNRS. Non. J'étais, mais là je suis également au groupe ESC Clermont. Il est également au groupe ESC Clermont, et qui sont donc des spécialistes des questions de transition énergétique et d'économie du développement durable. Alors voici ma petite présentation. Alors d'abord le contexte. Voilà, ça c'est ce qui se passe en Australie. Une vague de chaleur absolument exceptionnelle, avec des températures qui ont atteint jusqu'à 51 degrés, et qui sont surtout entre 8 et 16% au-dessus de la moyenne de la saison habituellement, qui est l'été évidemment là-bas. Et un des résultats, c'est la mort de 33 000 renards volants, qui sont de grosses chauves-souris frugivores, des bestioles absolument inoffensives et qui meurent d'arrêt cardiaque, et qui tombent des arbres comme des fruits mûrs. Ça, c'est ce qui s'est passé cet été dans tout l'hémisphère nord, jusqu'en Arctique, la Californie, l'Algérie, l'Asie, le Japon, qui a connu une très forte vague de chaleur, comme vous vous en souvenez sans doute, puisque c'était il y a quelques mois. Ça, c'est la communication de Météo France il y a à peu près 15 jours, comme quoi 2018 est l'année la plus chaude, et les 3 années les plus chaudes comptent au nombre des 4 dernières années. Hein. Et de fin juillet jusqu'en décembre, on a eu les 6 mois les plus chauds de toute l'histoire du pays. Dixit, la même communication de Météo France. Donc, moi j'ai 51 ans, je me souviens d'une conférence, je sais, je ne l'ai fait pas, hein, mais je me souviens d'une conférence de René Dumont. René Dumont, c'est le fondateur de l'écologie politique en France en 1987 à Aix-en-Provence, qui décrivait tout ce qui est en train de se passer. Et c'était il y a 30 ans. Et les gens qui ont mon âge ont en tête une mémoire tampon, en quelque sorte, une mémoire cache qui leur dit c'est pour dans 30 ans. Sauf que, non, les 30 ans c'est maintenant. Voilà. Donc ça se déroule, le film a commencé. L'Arctique, évidemment, hein, donc ça c'est début septembre. Les rennes ont tellement chaud qu'ils rentrent dans les tunnels. Donc la tendance actuelle est de 3 à 5 degrés à peu près. Mais là maintenant on sait que si tous les pays respectent de l'accord de Paris, on est sur 3 degrés en fait. Hein. Donc dernière étude du GIEC, respect de l'accord de Paris, 3 degrés. Mais attention, il y a des instituts météorologiques qui disent non, non, c'est 7 degrés. On est sur une tendance de 7 degrés. Et les modèles qui tournent sont des modèles sérieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes plus sur le sujet. Le sujet, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est peut-on décarboner l'économie. Donc on va rester sur ce sujet-là. Mais des modèles très sérieux disent 7 degrés. Le responsable, le voici. Hein, le CO2. Alors un peu le méthane également. Nous verrons que le méthane a une grande importance en France notamment, puisque les bovins, c'est 12,6% des gaz. Des émissions de gaz à effet de serre en France. Voilà, donc là, ce schéma parle par lui-même, aucun commentaire. Et pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Et pourtant, on s'éclate. Alors voilà, donc les SUV, on a tous des potes qui achètent des SUV. Pourquoi? Comment peut-on faire ça? Immense mystère. Alors c'est un comportement individuel, hein, bien sûr, qu'on achète ou qu'on n'achète pas individuellement un SUV, n'aura aucune conséquence sur le réchauffement climatique. C'est simplement le fait qu'il n'y a rien dans leur tête qui leur dise « mais pourquoi j'achète un SUV ?» Aux États-Unis, bien sûr, là aussi, SUV, pick-up et 4x4 sont les modèles les plus vendus. Alors que tout le monde sait ce qui se passe. Là, c'est mes amis, ça, c'est des vrais gens. Hein. J'ai remarqué à Noël que tous mes amis qui sont entrepreneurs vont passer Noël à l'autre bout du monde. Voilà, un retraité, grand-père, Jean-Christophe, si tu si es dans la salle. Jean-Fabrice, lui, avec sa copine, ils sont allés en Thaïlande. Alors, à chaque fois, c'est 4 tonnes hein, émis dans l'atmosphère quand on est 2, c'est 8 tonnes quand on est 4. Voilà, Frédéric, un garçon très bien par ailleurs. Et pour transporter tous ces gens, IATA, l'association des transporteurs aériens, prévoit de doubler le trafic, et donc le nombre d'avions aussi qu'il faut fabriquer, etc., dans les 17 ans qui viennent, sachant qu'au cours des 15 dernières années, il a déjà doublé. Hein, les low cost, tout ça, donc
le trafic a doublé et il va de nouveau doubler. Sachant que le transport aérien, c'est 3%, simplement des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 200 000 vols commerciaux au quotidien, mais 3%, c'est dire si on aimait. Voilà, est-ce un suicide par la jouissance? Question. Certains se rappellent de La Grande Bouffe de Marco Ferreri, où 4 Kodrack, un cas, je ne sais pas trop, décident de se suicider par l'ingestion maximum de bouffe. Film qui avait fait un immense scandale en 72 à Cannes. Alors, notre nouveau dieu, c'est bien entendu la consommation. Alors, nous avions historiquement, l'humanité avait 2 grandes motivations. La première, c'est la religion. Les Égyptiens de l'Antiquité ne vivaient que par et pour la religion. Point barre. Les Européens du Moyen-Âge, la religion était évidemment le sujet majeur de leur vie. Et encore aujourd'hui, il y a plein de pays où la religion... Un autre est la gloire. Pourquoi Alexandre, qui était jeune, beau, fils de roi, qui vivait au bord de la Méditerranée, pourquoi n'a-t-il pas pris des vacances, s'est pas éclaté, il n'a pas fait du surf, il n'a pas fait de la plage, seins nus pour les filles de Macédoine, etc. C'est ce que nous ferions, nous, dans notre civilisation aujourd'hui. Si on a la chance de naître dans de telles conditions, dans un lieu aussi magnifique, on n'irait pas faire la guerre à l'Empire perse. Et avoir 15 ans de souffrance atroce et de violence inouïe. Ben lui, si. Pourquoi? Parce qu'une vie courte et glorieuse, il vaut mieux une vie courte et glorieuse qu'une vie longue et monotone. Hein. C'est la phrase qu'Homère prête à Achille, Alexandre, le nouveau fils de Pelée, le nouvel Achille. Bien. La gloire est plus importante, mais nous n'avons qu'un Dieu, c'est la consommation, comme on le voit avec nos amis, comme on le voit avec les SUV, comme on le voit, on consomme, et c'est devenu le but de notre vie. Voilà. Donc en même temps que s'est développée la société de consommation, nous avons transformé la matière organique en humain. Alors il y a des humains partout, donc je ne sais pas si vous voyez les interventions d'Aurélien Barraud, le physicien qui prend la parole maintenant, et qui a un talent oratoire exceptionnel, dit que les animaux n'ont plus d'espace pour vivre, tout simplement. Il ne peut pas y avoir des tigres au Bangladesh, parce qu'au Bangladesh, il y a 160 millions d'habitants, et que ça fait la taille de la Suisse. Donc on transforme toute la matière organique en humain, c'est ça faire des enfants, hein, c'est transformer de l'énergie et de la matière organique en humain. Alors ceux qui croient en la transition énergétique ont raison pour plein de pays, mais pas tous. L'Égypte, c'est 90 millions d'habitants, c'est 2600 habitants au kilomètre carré pour la partie utile. Les gens qui connaissent l'Égypte, c'est le Fayoum, le delta, et puis ensuite c'est 1 km à 3 km de part et d'autre du Nil. Bon, si on pouvait rallumer, je ne sais pas, c'est moi qui dois appuyer. Voilà. Alors évidemment, l'une des successions, c'est les migrations, mais les migrations, maintenant on les lie aussi, c'est ce que fait le Guardian ici, au réchauffement climatique. Il dit, ben voilà, si les Sud-Américains vont en Amérique du Nord, c'est aussi pour des raisons climatiques. S'il y a la guerre en Syrie, s'il y a eu les printemps arabes, c'est parce qu'il y a eu la crise de 2008, et parce que ces pays sont importateurs de blé. L'Égypte importe 70% de ce qu'elle mange. Hein. Et l'Algérie, c'est autour de 80%. Et donc que les printemps arabes ont eu lieu, et l'Algérie avait du pétrole, que les printemps arabes, donc il n'y a pas eu de printemps, mais que les printemps arabes ont eu lieu parce que il y a une sécheresse et qu'en Syrie notamment, il y a eu de très mauvaises récoltes. Alors, l'un des responsables, c'est bien sûr la démographie en tant que telle. Donc voici, alors je suis désolé, j'ai pris ça sur CIA Factbook, ça s'arrête en 2003, mais ils sont aujourd'hui 9 millions. Voilà la démographie du Honduras, qui est l'un des pays d'où est partie la caravane, hein, pour laquelle Trump veut mettre un mur. 61 800 000 habitants, actuellement 9 millions. Imaginez la France. Le plus intéressant au niveau de la démographie, c'est les Philippines. Donc recensement fait par l'Espagne en 1799, il trouve 1,5 million d'habitants aux Philippines. 1903, c'est les États-Unis, un excellent recensement. 7,6 millions. 1920, c'est toujours les États-Unis, puisque les Philippines ont été la seule colonie des États-Unis. 10,3 millions, actuellement 101 millions. Voilà. C'est de la folie pure. Voilà. C'est dingue. Et la violence qui règne en Amérique du Sud et la violence qui règne aux Philippines témoigne de cette situation. Continuons. Alors, vers quelle société allons-nous ? On voit d'une façon générale dans le monde à la fois un effondrement de la classe moyenne et de l'autre côté, quelques riches qui vivront peut-être avec des armées privées, vu que les États, la légitimité des États souffre. Je ne sais pas si on va vers un effondrement des États, mais on voit bien que les États sont sentis moins légitimes. On a un président de la République
qui se fait photographier avec des braqueurs torse nu, et puis les gilets jaunes qui disent « on t'encule Macron, on t'encule Macron ». Aucun média l'a repris, mais c'est moi ce que j'ai entendu, et en les croisant. Et les États, partout, ne savent plus quoi faire. Regardez l'État britannique face au Brexit. Ils ne savent plus. Il y a un moment donné, on rend l'éponge. La France rend l'éponge. La France rend l'éponge à Mayotte. La France rend l'éponge dans le 93, dans le département 93, où le tribunal de Bobigny ne peut plus assurer sa fonction régalienne. Et donc, cela ressemble beaucoup comme avenir à un film qui a eu beaucoup de succès quand j'étais un petit enfant, qui est Soleil Vert. Voilà. Allons-nous vers Soleil Vert? C'est quand même la question qui se pose, puisque le plus grand stock de protéines, on sait ce que c'est. C'est nous. C'est pas une plaisanterie, hein. Alors voilà, 2 solutions possibles. La première, c'est déconsommer, et la seconde, c'est décarboner. Voyons la première. Nous avons 2 problèmes majeurs. Le premier problème majeur, qu'on choisisse de déconsommer ou qu'on choisisse de décarboner, donc c'est un peu un slide intermédiaire, c'est l'inertie de la supply chain. Quoi qu'on décide, on voit bien qu'il y a une énorme inertie. Il y a une inertie des comportements, puisque des pères de famille, des grands-pères vont émettre 4 tonnes de kérosène dans l'atmosphère juste pour découvrir qu'en Thaïlande, il y a des murs, des arbres, la mer, et des Thaïlandais, que la bouffe est bonne. Et il y a une inertie évidemment de la supply chain qui comprend aussi la production. La supply chain, c'est tout ce qui permet de fabriquer des choses et de les transporter, de les distribuer, etc. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va adapter comme ça. Le second, c'est le caractère exceptionnel du pétrole. La quantité d'énergie. Quand vous voyez un avion, songez que cette petite boîte qui est en l'air, qui paraît toute minuscule, bien, sur ce qu'elle a dans les ailes, elle va faire 15 200 km à 900 km/h et elle va voler pendant 17 heures. Voilà. Ça, vous ne le faites pas avec du biocarburant. Et longtemps, il y a eu qu'à se baisser pour le prendre, donc il n'est pas cher du tout, le pétrole à extraire. Et il a une quantité d'énergie une densité d'énergie qui est absolument exceptionnelle. Et là, pour la décarbonisation, ça va être très compliqué. Alors que fait-on dans la vie? Je pense que le mieux, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait. Hein, et puis on va voir si ça émet du carbone. Donc, nous mangeons. Mangeons, on suppose, l'agriculture et la distribution, bien entendu. Nous nous vêtissons. Nous nous vêtissons, c'est à 90% du commerce international, c'est-à-dire du trafic maritime qui, du Bangladesh, de l'ancienne Indochine, de Chine, etc., ramène nos fringues. Nous profitons d'un logement équipé et chauffé. Donc ça, c'est toute la question de la production électrique, mais aussi des chaudières au fioul pour plein de pays. Nous voyageons et nous nous déplaçons. Je ne reviens pas dessus. Nous sommes soignés et consommons du healthcare. Il suffit d'avoir des parents âgés pour voir ce que représente, le besoin que représente de s'occuper d'une personne âgée. Il faut trois personnes autour. Nous communiquons, et le digital, chacun sait que le digital produit énormément de CO2. Alors, ce serait bien que ça arrête de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous étudions et profitions ça va me faire aller plus vite. Nous étudions et profitions d'une éducation élémentaire. Nous vivons en sécurité, 130 policiers, 110 000 gendarmes et 95 000 policiers municipaux. Nous consommons des produits culturels. Nous partons en vacances et pour certains, nous achetons des produits de luxe. Alors, pour l'école économique des physiocrates, qui sont des classiques, la France a joué un grand rôle, a eu de grands économistes classiques. Et pour les physiocrates, la seule chose qui compte, c'est l'agriculture. Tout le reste est secondaire. C'est-à-dire, dans ce que je vous ai montré, on en a un bon nombre et on se contente de bouffer. C'est l'agriculture qui compte. Donc, Pierre Dupont de Nemours est l'un des chefs de file de l'école des physiocrates. C'est lui qui a inventé le mot physiocrate. Il dit, voilà, l'idée physiocratique considère que toute richesse vient de la terre, que la seule classe productive est celle des agriculteurs et qu'il existe des lois naturelles basées sur la liberté et la propriété privée qu'il suffit de respecter pour maintenir un ordre parfait. Donc, c'est le roi de la déconsommation. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas prévu que dès l'instant qu'on est capable de se nourrir, c'est-à-dire qu'on produit et qu'on distribue, des besoins nouveaux vont apparaître. On a besoin de choses dont on n'avait pas besoin. On a besoin d'éducation, mais pour cultiver la terre, il n'y a pas besoin d'éducation. On a besoin d'être soigné. C'était le rebouteux, le sorcier du coin. On a besoin de culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on ne sait ni lire ni écrire, ainsi de suite. Et ça, Dupont de Nemours ne l'avait pas vu. Mais si on fait tout ça, c'est parce qu'il y a l'agriculture et parce qu'on est nourri. Et les bonnes idées d'un certain nombre d'économistes qui ont été pris pour des gogos une fois que l'humanité a continué à développer grâce au pétrole, à développer à son efficacité énergétique, à développer de nouveaux besoins, sont apparus, comme on a dit, on les a déconsidérés. Alors on en a déconsidéré 2 autres. Est-ce que vous les reconnaissez? Qui est au centre? Quelqu'un reconnaît celui qui est au centre? C'est Thomas Malthus, et à droite, c'est Jean-Baptiste Say. Alors Malthus, évidemment, Malthus
à qui Darwin, qui est un de ses disciples, d'une certaine façon, doit beaucoup, Malthus considérait, comme chacun sait, qu'au-delà d'un certain niveau de population, un pays n'est plus viable. On ne peut plus nourrir les gens, etc. Jean-Baptiste Say est connu notamment pour la loi de Say qui dit que l'offre crée sa propre demande. Je produis, donc j'ai un revenu, je me retourne et j'achète. D'accord ? Alors il y a des choses qu'il n'avait pas prévues. Il n'avait pas prévu la prévoyance, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on a suffisamment de revenus pour avoir un logement et se nourrir, on va mettre de l'argent de côté. Ah, c'est pas consommé. Il n'avait pas prévu la redistribution, que des gens sans travailler puissent recevoir un revenu, ou qu'il y ait des biens communs comme la santé en France, le système de santé en France, qui est partagé entre tous, qu'on ait des revenus ou qu'on n'en ait pas. Et ça, c'est une dépense, et c'est un détournement des revenus. Il ne l'avait pas prévu pour autant. La loi de Say, évidemment, est tout à fait juste. Si on ne produit pas, on ne peut pas consommer. Alors, ils ont tous été dépassés par des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Pour Malthus, c'est l'agriculture extensive mécanisée, les engrais. Pour lui, c'est l'épargne et la redistribution. Continuons. La décroissance, première possibilité, nous nous contentons de nous nourrir. Alors évidemment, si on fait que se nourrir, on s'emmerde. Michel Crozier, qui était à la mode dans les années 70-80, qui est un sociologue dont plus personne ne parle aujourd'hui, disait « Les hommes ne se nourrissent pas que de pain ». Et oui, parce que c'est assez... Et puis bien sûr, la question, c'est que faire des emplois détruits. Le principe du revenu universel, c'est la décroissance. Parce que le revenu universel, par définition, c'est un revenu de quelques centaines d'euros. Donc si tout le monde est mis au revenu universel, c'est le choix de la décroissance. Les emplois qui sont détruits, parce que finalement, on assume que nos besoins physiologiques immédiats, eh bien, ça fait plein d'emplois. Vous voyez Air France, vous voyez ce qu'est le hub de Roissy, les emplois directs, les emplois indirects, toutes les entreprises qui profitent du commerce international, qui expédient leurs biens, etc. Et pourtant, la France est rentrée d'une certaine façon dans la déconsommation. Ça commence, et notamment chez les jeunes générations. Et quelque part, il y a une rupture entre les parents et les jeunes, vous là par exemple, et qui n'ont rien à foutre de posséder une bagnole, qui ne sont plus dans la valorisation du produit voiture. Moi, quelqu'un comme moi, quand j'ai eu ma voiture, j'étais fier. Je regrettais que ce ne fût qu'une 2 chevaux. Mais c'était un prolongement de soi-même. Alors voilà, par exemple, ça c'est Procos, l'association des enseignes de centre-ville, qui publie ces chiffres, qui sont des chiffres très mauvais. Très mauvais pourquoi ? Parce qu'il y a certes les gilets jaunes, il y a certes Amazon, mais il y a un niveau de baisse de la consommation. Et les gens s'en détournent progressivement, lentement. Plus les jeunes générations que les générations supérieures. Aussi pour des raisons de revenus. Voilà, je passe là-dessus. Seconde possibilité, nous décarbonons. Alors voilà les émissions de gaz à effet de serre par secteur en France, donc c'est en valeur absolue. On voit que c'est quand même équiréparti globalement. Hein. On va voir... Prenons 4 secteurs importants, et puis on verra qu'il y en a un 5e. L'aérien. Est-ce qu'on peut décarboner l'aérien ? Donc là, je rentre, et je vais vous céder la parole, hein, je vous rassure, mais je rentre dans votre secteur de compétences. L'aérien, c'est 3% des émissions. Pour les biocarburants, les biocarburants, c'est pas avec de l'éthanol ou du biofuel qu'on va traverser l'Atlantique, donc ça peut être en partie. Il y a plein d'expérimentations qui ont été conduites de faire voler des avions avec des biocarburants, mais c'est pas eux qui vont. Le kérosène reste indispensable. L'avion électrique, il y a une tentative là en Angleterre sur un court courrier. On verra bien ce que ça donne, mais on ne traversera pas l'Atlantique non plus avec. Le bâtiment, c'est 25% des émissions mondiales, mais c'est 48% de la production. Il consomme 48% de la production totale d'énergie dans le monde. Et si on prend le gros œuvre émet 500 kg de CO2 par euro de CA. Ça, c'est le gros œuvre, c'est la construction en hauteur. Et on ne peut pas construire en hauteur avec de l'électrique. Hein. Et puis, dans le bâtiment, dans ce bâtiment-là, il y a aussi le chauffage, donc il y a le résidentiel, et il y a aussi les cimentiers, qui sont d'énormes émetteurs de CO2. L'électricité, l'électricité, elle fonctionne au carburant fossile pour 78% dans le monde. En France, c'est plus de 90% de nucléaire. Et le nucléaire, c'est 5% dans le monde. Et l'hydraulique, qui est la première énergie renouvelable, c'est 16%. Avec des pays comme la Norvège, le Canada, etc., qui sont très majoritairement hydrauliques. L'automobile, 74 des émissions transport, contre 12% pour l'aérien. Et les émissions transport, c'est entre 25 et 27% de l'ensemble. Mais si on prend l'automobile électrique, il faut savoir quelle électricité elle va consommer. Si elle roule en Allemagne, elle consommera du charbon et de la lignite. La lignite, c'est un mauvais charbon. Hein, la lignite est au charbon, ce que le fuel maritime est au kérosène. Et les Allemands ont énormément de lignite en stock.
Alors maintenant, les bovins, donc l'élevage est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Les bovins comptent 9,3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, hein, et pas 9,3% des 15%. Et en France, les bovins, c'est 12,6% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et en l'occurrence, c'est du méthane. Et aussi du CO2. Le méthane, ça sent, le CO2, ça sent pas. Troisième possibilité, nous décarbonons l'économie et nous réduisons nos consommations. Nous faisons les deux. On va voir si on peut les deux, si on peut faire les deux. Là, on voit qu'on ne peut pas décarboner l'économie, tout simplement. C'est-à-dire, avec quelques secteurs, on ne peut pas décarboner l'économie et on ne peut pas non plus, à moins de flinguer toutes les vaches, on ne peut pas cesser d'émettre le méthane, etc. Donc c'est cuit, les enfants. Hein. Je suis désolé. Il faut vous foutre ça dans la tête. Et il y aura toujours des abrutis pour continuer à s'acheter des SUV. Alors, prenons les différents secteurs. Si on prend ça, c'est tout. Voilà. Si on prend ça pour la France, ça c'est pour la France. Nous sommes français. Alors l'automobile, 12%. Allez, fini l'automobile. Pied, vélo, transport en commun. On gagne 12%. D'accord ? Ensuite, les bovins. Ah ben c'est fini. On garde quelques bovins pour le lait pour enfants. D'accord ? Mais les chats, ils peuvent prendre du lait, mais nous, on ne le digère pas. Hein. Donc, on renonce au laitage, on prend du soja, du machin. Le résidentiel, c'est 15%. On arrête, et ça c'est prévu hein, par le gouvernement, on arrête toutes les chaudières au fioul. Et on les remplace, non pas par de l'électricité venant du grid, du secteur, parce qu'il faut 8 Fessenheim pour compenser toutes les chaudières au fioul qu'on arrêterait, mais on met une pompe à chaleur tellurique qui va chercher l'énergie dans le sol. Ça, c'est Jean Covici qui propose ça. Je me demande pourquoi c'est pas fait. Et qui utilise... et ensuite, c'est une sonde. Et cette sonde conduit, pompe à chaleur, parce qu'elle conduit la chaleur au niveau du bâtiment. Et elle utilise donc la chaleur qu'il y a dans le sous-sol. Et donc ça fait 15%. L'aérien, c'est simple, on ne prend plus l'avion. On peut vivre sans prendre l'avion. Hein. Le digital, c'est 4,5%. On exige que tout hébergement soit fait à partir de sources renouvelables, sur des serveurs qui sont alimentés par des sources renouvelables. Le commerce international, c'est 2,5%. Mais attention, la prévision du commerce international, c'est qu'il pèsera 20% des émissions de gaz à effet de serre en 2050. C'est ça qu'ils ont en tête, hein, officiellement. Et là, ça fait 2,5%. Eh bien, on relocalise. On ne consomme que ce qui est produit à proximité. Eh bien, on réduit nos émissions de CO2 de 50% pour la France. Alors, bon. Bien sûr, question, que fait-on des emplois ? Est-ce qu'on leur donne le revenu de Benoît Hamon ? Écoutez, vous étiez payé 80 000 euros par an, monsieur l'ingénieur de Vinci, mais maintenant, nous allons vous payer 600 euros par mois. Je ne suis pas sûr. On peut essayer. Mais, on en vient là. Ça, c'est la part des émissions de gaz à effet de serre en Europe. La France est là. Ça, c'est la France. Elle est derrière la Grande-Bretagne, qui est ici. Elle est légèrement derrière la Pologne, puisqu'on a vu avec le sommet de la COP24 que la Pologne utilise énormément d'énergie fossile, notamment du charbon. Et évidemment, elle est derrière l'Allemagne. L'Allemagne qui est un très mauvais élève, en dépit de son image, l'image qu'elle a voulu se donner, parce qu'elle a renoncé au nucléaire et qu'elle a le charbon et la lignite. Eh bien, la France, c'est 9,2% de l'UE, des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE, et c'est 0,8% dans le monde. Si nous, Français, nous prenons une décision, ça n'est jamais que 0,8%. La Chine, c'est 30%. D'accord ? Et vous avez vu que le charbon, donc ça a été annoncé il y a 10 jours à peu près, que la production de charbon dans le monde a augmenté de 1% cette année. Donc on continue. Moi, j'ai un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Florent Pagny, qui, à propos de la fiscalité française, a dit « On ira jusqu'au bout de cette merde ». Je pense qu'on ira jusqu'au bout de cette merde. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas. Bien, merci pour cette introduction